et bienvenue dans Fashion Matters, le rendez-vous qui décrypte la mode. Au sommaire de ce numéro de Fashion Matters, le futur de la mode. Avant d'en débattre, je vous propose d'écouter Julie Gillard, consultante américaine, grande experte du secteur de la mode, qui nous dit ce qu'elle en pense depuis New York. The future of fashion is a thought sitting in the front of everybody's mind. As the industry reels from the hit of a global pandemic, an economic downturn in many places, and record high unemployment rates, many of us in fashion are working very hard just to keep our businesses alive. Racial unrest and the growing Black Lives Matter movement has shown that the community of Black designers is a growing force. The issues of more inclusion and diversity in fashion is on the forefront. We have all had to take a deeper dive into technology, which is helping us to stay connected and keeping communities closer, as well as helping to drive not just retail sales, but even selling wholesale digitally. All brands and retailers are acting quickly in order to survive this turbulence, which has some significant implications for what the future may hold. We are in a position where we can actually rewrite, rewire our fashion industry, and many groups are organizing to do just that thing. It's a time where we are facing our greatest fears and yet feel the possibility of a more abundant, beautifully designed, sustainable future. We may not be able to gather as before, but we are learning how to connect and create more deeply with each other. And that, my friends, is a beautiful thing. La crise du coronavirus a provoqué une vaste remise en question du système. La mode est-elle trop coupée de la réalité? Que faut-il remettre en question? Quelles perspectives pour l'avenir? Qu'en est-il des Fashion Week et des collections saisonnières? Pour en parler avec nous, Laure Guilbeault, correspondante à Paris pour Vogue Business. Merci Camille. Bonjour Laure. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va, merci. Je suis ravie d'être avec vous tous aujourd'hui. On a 4 invités avec nous. Casey Cadwallader, qui est directeur artistique de Mugler. Jean-Jacques Picard, grand expert de l'industrie de la mode. Bonjour. Bonjour. Ezra Petronio, qui est fondateur de Petronio Associates, l'agence de publicité, et rédacteur en chef de Self Service. Bonjour. Bonjour Ezra. Et Serge Carrera, qui est responsable initiative marques émergentes à la Fédération de la haute couture et de la mode. Bonjour Serge. Bonjour. Je vous propose de commencer par le futur des collections. Casey, à quoi ressemblera ta collection printemps-été 2021? Est-ce qu'elle sera imprégnée de cette période assez morose du confinement et de la crise? Ou au contraire, est-ce qu'elle sera exubérante et joyeuse? I designed the collection when I was in confinement, and I think all I was thinking about was getting out of confinement. So for me, I want to present something that's full of positive energy, of freedom, the feeling of wanting to be outside, to be with your friends, to go dancing again, and to project that positivity instead of thinking about the negatives. Vous pensez que le rôle de la mode, c'est de refléter la période, de l'interpréter, ou au contraire d'offrir cette énergie et cet échappatoire? I think that fashion will always reflect what's going on in the world, but I think we then have a choice about how we're going to react to it. So, I mean, for me, I wanted to choose positivity in what I was going to project, but at the same time, behind that, we've been trying to become more edited and more focused with what we're doing to be more efficient and to waste less and to be able to do things that are more studied and more serious instead of just pumping out things all of the time. So this period has given us time to reflect and to really prioritize what's going to be important going forward. Right. Serge, quelle est ton impression? Est-ce que tu penses que les collections vont aller dans le sens de Casey? Je pense qu'il y a il y a ce double phénomène, effectivement. Refléter l'époque, c'est refléter effectivement la morosité ambiante, mais c'est aussi peut-être aussi de se projeter vers le futur et d'essayer de définir un monde meilleur, idéalement. Et un certain nombre de créateurs, notamment dans la nouvelle génération, dont fait partie Casey, sont des gens qui sont à la fois extrêmement ancrés dans le monde d'aujourd'hui, avec ses grands enjeux, mais aussi essayent de promouvoir des valeurs, sont à l'écoute des autres et essayent justement de réfléchir à une autre vision
du monde et essayer de promouvoir cette autre vision du monde à travers leur création. D'accord. Il me semble que la chose qui serait le plus insupportable, c'est que les collections de septembre ressemblent à celles de septembre il y a un an. C'est-à-dire qu'une marque, qu'un créateur n'exprime pas ce que nous avons tous ressenti pendant ce confinement qui n'est pas terminé d'ailleurs, cette prise de conscience qu'il y avait comme un stop, comme une pause, et que on repartait comme si de rien n'était, je pense que ça serait insupportable, indécent et même stupide. Donc, je trouve très important la mission qu'ont les créateurs, non seulement de raconter l'époque, de raconter le moment, mais aussi d'être capable de nous donner énergie et puis sens positif pour demain. En tout cas, demain, tout juste là. Peut-être pas le futur lointain, mais tout juste là. Oui, juste pour rebondir, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je crois que ce qui s'est passé est un peu un accélérateur de grands changements qui se mettaient déjà en place, de bouleversements. Je veux dire, notre industrie est en mutation sur la façon de créer le vêtement, la façon de la produire, la distribuer, de la communiquer. Donc tout ce qui s'est passé récemment, on a juste accéléré des changements qui étaient essentiels, fondamentaux et assez sains. Est-ce que vous comptez incorporer le masque dans la silhouette? Il y a cette grande question du masque. Et combien il va coûter? Parce qu'on a vu chez certaines maisons, ça coûte très cher, le masque. Ah, ça, c'est sûr. Well, I have drawn many masks, and we're going to make them, but I do not think I will put them in the runway show because I, again, want to project out of this pandemic. I want to be moving past it. At the same time, do we need to have the proper equipment to live during it? Yes, and I think it is nice to have a sharp little sexy one instead of, you know, a big chef's hat on your face. So, so yeah, I think it's important to address it, but it's not something I want to put on the runway. Donc une grande question la mode a été décriée récemment pour son nombre de collections et le nombre de produits. Quelle est votre opinion sur cette question? At Mugler, we made a decision starting back in Resort 2020 to no longer do pre-collections because it was just too much of a chase. And in the end, it's too many products, moving too fast for the client to understand, too fast for me to make, too fast for the production factories to make. And in the end, we decided to just do 2. So in the end, for me, what's important is to make things that matter and to make things well and to make things that are special and to not make things that could come from anywhere else. So it's about finding this individualism in your product and really standing behind it and offering the world something that they can only get from you and just reducing the waste. Because in the end, you make a huge collection 4 times a year and, you know, people aren't connecting with it. If you reduce it and you edit and you make less things and you promote them more and you study them more and you make sure that their price is great and that they're made in the best factory, then you're actually doing good work. And I think that's the most important part. Donc, par exemple, dans la prochaine collection, il y aura beaucoup moins de looks? It's really, in the end, you can have the same number of looks. I mean, I think the big trim was to take away the pre-collections, but I mean, at Mugler, we don't make an excessive amount of things. We do shows that are more like 35 looks. We don't do 60 because it's just not supportable, really. And I think you can say it with 30. And so that's, I mean, especially with so many fashion houses and so many designers, say it with less and say it better. Si nous sommes un peu honnêtes tous, il y avait déjà quelques temps, pour pas dire quelques années, qu'on trouvait qu'il y en avait trop. Trop de défilés, trop de collections, trop d'images, trop de produits, qui ne laissaient plus le temps suffisant aux techniciens, aux différents talents de la filière et de l'industrie de créer correctement. Le temps de réfléchir, le temps de regarder, le temps de créer un désir juste. Il y avait plutôt comme fournir, je sais pas, une fast-food. Quelque chose qu'on a. Alors, comme ça marchait, comme nous avons tous eu beaucoup de succès avec ce principe d'ivresse, de frénésie, on a laissé faire. Et peut-être que le côté le plus acceptable de cette catastrophe du coronavirus, c'est que ça nous a obligés à faire une pause. On a eu le temps de se poser, de faire un check-up, un checklist, de dire est-ce que ça c'est encore valable, est-ce que ça a vraiment du sens. Parce que nos métiers, finalement, c'est de créer le désir à travers une émotion, et une émotion juste par rapport au moment. Il y a quand même beaucoup de choses qui se trouvaient déconnectées
est presque scandaleux par rapport à un climat général mondial. Prendre une chanteuse qui a 3 millions de followers pour faire la promotion d'une marque de vêtements... Moins que Camille. Non, je suis à Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'était une raison suffisante? Donc tout ce côté un peu factice, un peu artificiel, qui nous allait bien, hein, moi le premier, ça nous allait bien, a fait son temps. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de plus d'intégrité, de plus de sincérité, quelque chose de plus moral, même si j'aime pas beaucoup ce mot. Encore une fois, là, ça reflète bien l'évolution de notre société dans le sens où il y a une accélération de la consommation et il y a une espèce de pression de plus en plus importante sur les créateurs et les marques de devoir avoir une prise de parole plus permanente, de manière assez quotidienne avec les marques. Donc ça veut dire d'aller au-delà de ces formats de communication qui sont traditionnels, de défilés par an, ou 4 défilés ou 6, c'est des très grandes maisons, à un système où ils doivent en permanence créer ce bruit, et surtout au travers des réseaux sociaux, ce qu'on appelle le noise, de pouvoir d'occuper l'espace, occuper le terrain. Et ça implique aussi de faire des collaborations, toutes sortes de choses. Donc il y a beaucoup de marques qui cassent et qui ont ce qu'on appelle des drops, des collaborations. Oui. Voilà, il faut être constamment occuper l'espace d'attention. Et ça, c'est une pression énorme. Et cette crise permet d'assainir tout ça? On avait atteint, je pense, un point de non-retour. Parce que tu dis qu'il faut prendre la parole, c'est vrai, et créer une forme de buzz permanent, d'accord, mais souvent, quand le buzz est permanent, on n'entend plus rien. Je suis d'accord. Les oreilles, pour nous protéger l'esprit et le cœur, les oreilles se ferment, on n'entend plus. Mais par contre, si quelqu'un dans un coin chuchote, juste une petite phrase, bienvenue au bon moment, juste une collection bien sentie qui raconte quelque chose de sincère, de chaleureux, de généreux, alors comme par hasard, l'émotion y est, le désir y est, et l'achat est derrière l'émotion et le désir. Mais juste pour revenir au nombre de collections, quel serait le chiffre d'or? Est-ce que c'est 2 par an? En fait, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de collection, c'est une question de combien de fois dans l'année ou dans la saison le créateur peut assumer sa création. Plus il y a de collections, plus il y a de délégations. Et finalement, le message, ce qui vient de leur tripes, ce qui vient de leur cœur, est dilué par toutes les équipes qui sont en charge des accessoires, en charge de la croisière, en charge... Et le directeur artistique se trouve plus qu'un rewriter qui rajoute des petites choses, des petites touches personnelles. Et ça dilue ce fameux message d'intégrité auquel je suis si attaché. D'accord. Donc ça dépend. Il y a des créateurs qui sont capables de créer beaucoup et d'autres qui créent moins. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de tempérament plutôt. Exactement. Donc chaque maison va trouver son rythme. Pour réellement développer une collection, c'est-à-dire de travailler sur les matières premières, de travailler avec les bons ateliers pour les développer, etc. Et donc déjà être dans un travail de fond, c'est effectivement un travail qui prend du temps. Ensuite, le nombre de collections ne signifie pas forcément la nouveauté en boutique, parce que justement, rien n'empêche un créateur de développer une collection en profondeur et de développer différents thèmes qui sont les thèmes qu'il veut explorer et lui laisser le temps, ou lui laisser le temps d'explorer réellement ces différents thèmes, mais ensuite d'avoir des histoires qui arrivent en boutique avec un rythme qui peut être de toutes les 6 semaines ou toutes les 8 semaines. Qui ne nécessite pas nécessairement une prise de parole, comme tu disais. Absolument. Parce que l'idée, le message a été justement très très fort, et ce message très fort, parce qu'il a été réellement beaucoup plus pensé, il peut avoir plusieurs expressions différentes. C'est une même idée, une même prise de parole, mais qui ensuite peut avoir plusieurs facettes d'expression. Oui, la Fashion Week de Paris sera physique en septembre. Est-ce que c'est business as usual? C'est important, d'autant que j'imagine que ça sera complété par toutes ces nouvelles technologies. Mais c'est surtout pour exprimer le message important, faire un peu cocorico, qu'à Paris, il se passe des choses différentes de ce qui se passe à New York, différentes de ce qui se passe à Milan ou à Tokyo ou à Shanghai. Donc il y a quand même un devoir, j'allais dire, de rassemblement pour un devoir promotionnel, pour une nécessité professionnelle. Parce que c'est beaucoup d'argent, c'est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. Donc c'est normal qu'il y ait une Fashion Week à Paris, d'autant qu'on a été la première
à Paris à le faire. Je ne vois pas pourquoi on laisserait la place aux autres. Et il suffit simplement de revoir le format de cette Voilà, de cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de remise en question. Non, bien sûr. Que toutes ces réflexions sur le système de la mode ne seront pas prises en compte en septembre. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes d'accord sur l'importance du défilé physique. Mais est-ce que les défilés digitaux permettent, c'est une opportunité de créativité? Là, tu fais un film, est-ce que c'est avec un grand réalisateur? Est-ce que tu vas nous sortir? Well, for me, it's not about trying to do a film that is just a runway show. Ouais. It's a chance to do something different. So for me, what's exciting there is to Mugler is so much about our casts and the diversity and the stories behind these people. So instead of having them walk down the runway where they don't talk and usually don't emote, you can do a film that goes more deep into who that character is. So I think making a film that tries to be a fashion show is not going to work, but I think making a film that's a film works. Peut-être un peu old school, mais rien ne remplacera ce moment d'anticipation qu'on faisait dans une salle à un instant T, réunis avec des gens, où la lumière s'éteint et le son commence, et vous avez ces incarnations féminines, masculines qui vous arrivent et qui vivent le vêtement. Voilà, et ça vous donne la chair de poule, et ça, c'est chouette. Il y a eu Helmut Lang qui a fait son défilé sur CD-ROM en 1998. Oui, c'était Il y a eu des hologrammes. Mais maintenant que le digital est une nécessité pour cette saison qu'on vit là, peut-être qu'il y a des innovations qui vont s'accélérer et qu'on aura cette fameuse... Sûrement. Il faut toujours faire confiance à la nature humaine de se projeter, d'être créatif face à une contrainte. Oui. J'ai souvent vu les directeurs artistiques être mieux inspirés quand ils débutaient et qu'ils avaient des petits budgets que quand ils étaient devenus stars et qu'ils avaient tous les budgets dont ils rêvaient pour faire leur collection. Bien évidemment, la digitalisation est importante, mais la digitalisation n'est pas tout. C'est comment, effectivement, tous les modèles s'adaptent, s'ajustent, se transforment aussi en fonction des évolutions des consommateurs, en fonction de l'évolution et aussi de tout l'amont, parce qu'on parle souvent de la mode à partir du podium, mais la mode, elle existe aussi et surtout avant, c'est-à-dire des tissus, des ateliers, des usines, et aujourd'hui, on est aussi face à un monde industriel européen qui souffre énormément parce que les maisons souffrent, mais effectivement, tout le tissu industriel souffre aussi en parallèle et en étant bien plus fragile que certaines maisons, en tout cas, de notre écosystème. Avec une production qui s'est complètement arrêtée dans certains cas. Jean-Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les modèles qui tirent leur épingle du jeu? Moi, je serais inquiet pour toutes ces marques qui sont trop chères pour ce que c'est. Je crois beaucoup à la notion de juste prix, ce qui ne veut pas dire pas cher. Un juste prix, ça peut être très cher. Non. Je crois que depuis quelque temps, mais ça a dû toujours exister, de même qu'il y a des restaurants qui sont trop chers pour ce qu'on a dans l'assiette, il y a des marques qui facturent trop cher leurs produits parce qu'il y a un emballement, parce qu'il y a une campagne de pub qui est plutôt réussie, parce qu'il y a, on ne sait pas quoi exactement, un cocktail qui fait que la marque a du succès, mais qu'en réalité, c'est un peu trop cher. Alors longtemps, le un peu trop cher, ça passait. Oui. Là, aujourd'hui, je pense que le un peu trop cher, c'est trop cher. Alors, où va-t-on maintenant vendre ces vêtements dans le futur? Est-ce qu'il y a un futur pour les magasins physiques? J'espère bien. E-commerce, c'est très bien. On réassortit, on achète des choses simples, des choses qui ne portent pas à conséquence. C'est une formule de commerce qu'on ne peut pas négliger. Et l'autre côté, la boutique physique, qu'elle appartienne à la marque ou qu'elle soit multimarque, qui est un moment de rendez-vous, un moment d'échange, un moment de conseil, un moment de volupté. On touche le tissu, on le passe devant, on l'essaye, on demande à sa copine. Il y a un moment comme ça de vie que ne rend pas. Est-ce que vous êtes allés, vous tous, dans les boutiques depuis le déconfinement? Moi, oui. C'est un des premiers trucs que j'ai fait. Et alors, comment était ton expérience? Est-ce qu'avec le masque, avec toutes les consignes sanitaires, c'est vrai que c'est bizarre d'essayer un vêtement masqué, mais on y arrive. Hein. J'ai réussi à dépenser de l'argent. Donc, en fait, peut-être c'était aussi justement cette dimension humaine qu'on n'a pas eue justement en restant chez soi.
et d'avoir un échange, un vrai échange avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, qui ne nous connaît pas, mais qui a un avis à nous donner. Et ça, c'était vraiment magique. Comme là où je rejoins le gourmand que je suis, rejoint la fashionista que probablement vous êtes, c'est que la première chose que j'ai faite dès qu'on a été autorisé, c'est aller dans un restaurant. Mon restaurant favori. Pas tellement pour ce qu'il y avait dans l'assiette, mais les restaurants ont été réouverts après. Moi, je ne suis pas allé dans une boutique, je suis allé dans un restaurant. Mon restaurant favori. Là, en moyenne, les marques font à peu près 12% de leur chiffre d'affaires via l'e-commerce. Est-ce qu'on peut imaginer que ça atteigne plus de 50%? C'est difficile de prévoir réellement numériquement la croissance, mais de fait, on va certainement avoir... D'abord, il y a un usage d'Internet et des achats en ligne qui est de plus en plus important, qui est d'autant plus important avec une nouvelle génération, et notamment quand on va en Asie, les habitudes de consommation en Asie, qui est quand même un marché capital pour l'industrie, il y a un rapport au digital qui est différent, mais toujours dans une complémentarité, c'est-à-dire qu'un millénial peut effectivement acheter un produit, et même un produit très très cher, sur Internet, mais il apprécie aussi énormément l'expérience en boutique. Et les deux peuvent se combiner. C'est pas aussi parce qu'il a eu une expérience en boutique qui a été extrêmement satisfaisante qu'il crée et que la marque crée un attachement justement à ce consommateur. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde de nouveautés constantes aussi, la contrepartie de cette nouveauté constante et de cette nécessité de créer constamment le désir, c'est que le lien de loyauté entre le consommateur et la marque est beaucoup plus faible qu'il ne l'était auparavant. Et aujourd'hui, justement, la boutique, c'est aussi le moment, justement, cette connexion directe entre la marque et son consommateur, de pouvoir créer cette loyauté qui, aujourd'hui, est uniquement sur l'image, sur les réseaux sociaux et sur un peu de l'éphémère. Oui. Il semble que pendant le confinement, des vendeurs de boutiques aient assuré côté e-commerce et qu'il y ait eu une fusion de ces fonctions. Absolument. Ce qui est malin, en fait, pour les marques. On va aussi parler de communication et d'image, notamment avec toi, Ezra. On a vu pendant le confinement des campagnes un petit peu système D, un petit peu do-it-yourself. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une esthétique qui va rester, ou est-ce que pour toi, c'est anecdotique ? Non, c'est anecdotique. Je pense que la mode, comme d'autres disciplines, on a une capacité d'adaptabilité et de créativité. Donc, effectivement, et c'est surtout plus que les marques, c'était les magazines, etc., de pouvoir trouver des astuces. Et on les a toutes utilisées. Et pendant 2-3 mois, tout le monde s'amusait à faire des tonnes de shootings sur Zoom, sur FaceTime, et on en voit encore dans le dernier Vogue, etc. Toi, tu as fait ça Je l'ai fait personnellement pour un magazine, etc., à distance. Mais voilà, mais c'était un jeu, c'était une opportunité, c'était du divertissement, c'était du bruit. Comme je disais tout à l'heure, ce bruit. Voilà, tout ça, maintenant, il n'y a pas 50 solutions, ça devient vite répétitif et un gimmick. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, mais au moins, on a cette capacité à être créatif et trouver des astuces et expérimenter. Mais ça reste au stade de gimmick. Voilà, après, une vraie image de mode, ou une vraie image, elle se construit par une association d'ingrédients. Il y a une relation, il y a une construction, c'est sérieux, c'est professionnel. Voilà, ça se bricole pas. Voilà. Mais c'était un plaisir aussi de voir des couvertures, enfin, qui n'étaient pas toutes autour d'une mannequin en train de porter un vêtement. On a vu le British Vogue qui a mis les frontline workers avec un médecin, une caissière de Waitrose. C'est génial, on a vu des couvertures complètement différentes. Et ça, pour moi, c'est intéressant parce que c'est vrai que la formule qui marchait très très bien et qui se répétait un peu à l'infini, c'était un peu essoufflé, quoi. Et là, je pense que autant on n'enlève pas la côté production, mais peut-être qu'il va falloir se creuser un peu la tête et arrêter de vouloir faire toujours la même chose. Ce que vous dites rejoint une aspiration générale, c'est le goût des valeurs. C'est-à-dire la beauté, le charme n'étant plus la seule valeur référence du métier de mode. Il y a aussi maintenant des exigences de qualité de vie, de combat sociétal, des valeurs, tout simplement. Et on peut espérer que les égéries des marques peuvent être aussi aujourd'hui pas forcément une jolie fille. Ou peut-être que c'est pas ça, et en fait, c'est juste qu'enfin, on arrête de
de se Focaliser. prendre la dictature de la mode Ouais. qui nous dit que la beauté, c'est une chose, un Ouais. type de fille, un type de corps, un type de genre. Et en fait, peut-être qu'en fait, on est en train de se rendre compte qu'on sort un peu de tout ça et que la beauté, elle est Oui, mais on, est un quand peu même, partout. on y est Oui. quand même un peu. Hein. Oui, parce que justement, dans ce do it yourself, on est notamment dans le secteur de la beauté, la pleine explosion qui est un peu ce qui nous peut servir de référence par rapport à la mode, etc. On est sur la définition d'autres canons. Après, une fois encore, même vous êtes aussi dans cette curiosité d'une nouvelle esthétique qui correspond notamment aussi à une nouvelle esthétique par rapport à de nouveaux réseaux sociaux qui sont liés justement à cette dimension de réalité, etc., et d'immédiateté comme TikTok et tout ça, où effectivement, c'est un peu cette fascination pour cette nouvelle esthétique qui a fait que tout d'un coup, la combinaison entre le moment dans lequel on vivait et cela, cette nouvelle génération l'a apprécié. Néanmoins, vous pouvez mettre autant d'insincérité dans cette réalité que dans une campagne qui coûte très très cher. Tout à fait. Alors juste pour conclure, je voudrais vous poser une question à chacun, la même, qui est comment décrire, comment qualifier le futur de la mode en une phrase. Casey. Okay. The future of fashion in one sentence. Be more respectful to the planet, make less, make better things, take more time to think, do good work, and treat people properly, and make sure that we celebrate people's differences, we celebrate individuality, we celebrate the people who make the clothes. It's more than one sentence, Casey. It's a list. Yeah. It's a long list. We have a lot to do. No, it's great. Thank you. J'aimerais dire deux mots, en fait. Exigence et respect. Exigence dans la manière de réfléchir à la mode. On se doit tous, dans la filière, d'être vraiment exigeants avec soi-même et ce qu'on fait, et respectueux de qui nous sommes, de ce que nous vendons et à qui nous le vendons. D'accord. Et je crois que si ces deux mots peuvent être combinés dans une stratégie, dans un marketing, dans une création, je pense que je regretterais de ne pas avoir 30 ans. Merci. Very well said. Ezra. Moi, je vais être très très bref. Pas deux mots, trois mots. Je dirais idéologie personnelle, créativité et responsabilité. Voilà. Fantastique. Serge. J'ai envie de dire un seul mot, c'est intégrité, mais comme on l'a dit tout à l'heure, dans cette idée aussi effectivement d'authenticité, de respect, effectivement, de regarder et de représenter ce monde, et surtout d'avoir un engagement, parce que c'est aujourd'hui aussi la responsabilité des créateurs et de la mode, c'est de s'engager. Donc on va finir sur cette note. Merci. Merci beaucoup. Casey, merci Jean-Jacques, merci Ezra et merci Serge. à Et tout merci le monde. Camille Merci, de nous avoir Viviane. reçus. Merci. Et très bonne Fashion Week à tous.